Jusqu'où ira Recep Tayyip Erdogan? Le président turc multiplie les coups d'éclat pour étendre l'influence de son pays en Méditerranée et réaffirmer sa puissance. Le rêve de grandeur d'Erdogan, c'est le thème de notre grand angle. Et pour en parler avec nous, deux invités. Amit Bozarslan, vous êtes historien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Yohanan Benaïm, doctorant en sciences politiques. Mais avant d'aborder plein de thèmes avec vous très intéressants, je vous propose de regarder ce sujet qui revient sur les ambitions territoriales et diplomatiques de la Turquie et de son président. Il est signé Antoine Delpierre. Sur les bords du Bosphore, le 24 juillet dernier, le président turc n'a rien laissé au hasard. La date, choisie pour la première grande prière islamique au sein de la célèbre basilique Sainte-Sophie, transformée en mosquée quelques jours plus tôt, marque le 97e anniversaire du traité de Lausanne, quand les Européens dépeçaient l'Empire ottoman pour imposer les frontières actuelles de la Turquie. Des frontières trop étroites pour Recep Tayyip Erdogan. Quelques heures à peine auparavant, en mer Égée, ce navire turc entrait dans les eaux territoriales grecques à la recherche de gaz. De quoi provoquer la colère d'Athènes et des tensions avec Bruxelles. Nous faisons preuve de bonne volonté, mais si l'Union européenne prend de nouvelles décisions contre la Turquie, alors nous serons dans l'obligation de répliquer. Depuis 2016 et le coup d'État manqué contre lui, Erdogan ne se cache plus et avance ses pions méthodiquement. Sur le terrain libyen d'abord, où son armée s'est installée durablement, il mène une guerre d'influence contre la Russie, mais aussi les Émirats arabes unis et l'Égypte. Dans le nord de l'Irak ensuite, les militaires turcs ont lancé une offensive majeure contre les Kurdes du PKK. Et dans le nord de la Syrie, où sévissent des mercenaires à la solde d'Ankara, c'est désormais la devise turque, la livre, qui permet les transactions. Loin du pays qui frappait à la porte de l'Union européenne il y a une quinzaine d'années, la Turquie d'Erdogan est devenue une puissance expansionniste pour son voisinage immédiat et à l'international. Mais jusqu'où ira-t-il? Au vu de son goût pour les dates symboliques et les provocations, il n'aura certainement pas échappé à Recep Tayyip Erdogan qu'en juin 2023, il devra remettre en jeu son mandat, juste avant le centenaire du fameux traité de Lausanne et de la République turque. Et on va faire juste un rappel historique avec vous, Amit Bozarslan. Vous nous rappelez ce qui s'est joué en quelques mots lors de ce fameux traité de Lausanne? Le traité de Lausanne a mis un terme à une période de guerre de plus de 10 ans et a consacré l'indépendance de la Turquie. Cette indépendance a été reconnue par les alliés, notamment l'Angleterre et la France, et cela peut être considéré comme l'acte fondateur de la Turquie moderne. Le traité de Lausanne a été salué en Turquie durant de très longues décennies comme l'acte de délivrance de la nation turque, sauf qu'il a toujours été contesté par une partie de la droite radicale turque et par les islamistes, par Erdogan lui-même. Les islamistes et la droite radicale l'ont considéré comme un complot impérialiste dicté à la Turquie. Erdogan l'a rappelé à plusieurs reprises, l'Empire ottoman est dans ces termes-là la mère patrie se constituée de 20 millions de kilomètres carrés. Or aujourd'hui, les impérialistes ne nous ont laissé que 780 000 kilomètres carrés. Donc un traité très important pour la Turquie. Yohanan Benaïm, on a beaucoup parlé dernièrement de la transformation de l'église basilique Sainte-Sophie en mosquée. Est-ce là un exemple fort de la volonté d'expansion d'Erdogan ? Je pense que c'est surtout la preuve d'un essoufflement du pouvoir en place. La conversion du musée, qui était devenu la basilique, puis mosquée, puis musée, sa reconversion en mosquée après plus de 80 ans, finalement, n'est pas une idée nouvelle. C'est une idée qui est assez ancienne. C'est une idée qui a été plusieurs fois mise sur la table. Et c'est quelque chose qu'on voyait un peu comme la dernière cartouche du pouvoir en place pour pouvoir raviver une ferveur populaire. Puisqu'on est dans un contexte extrêmement difficile pour le pouvoir en place. Il est marqué par une crise économique très forte, avec un taux de chômage très important, la crise du Covid. Donc le fait de tirer cette cartouche que représente la reconversion en mosquée à ce moment-là est à la fois le signe d'un essoufflement et à la fois le signe que finalement le pouvoir tient aujourd'hui sur un cercle relativement restreint de ses partisans qui sont touchés par ces symboles extrêmement forts et qui sont voilà, une manière de
prolonger l'héritage ottoman aujourd'hui. Le président Erdogan a également déployé des troupes armées en Syrie, en Libye, en Irak. Quel est l'objectif du président turc avec cette présence sur le terrain? Est-ce qu'il souhaite rétablir la puissance de son pays? Il souhaite rétablir une puissance de son pays. N'oublions pas qu'Erdogan a une vision historique, une vision de l'histoire. Et selon Erdogan, la nation turque a une double mission. La première mission consiste à dominer le monde pour lui apporter l'idée de l'administration, de la justice et de l'harmonie. Or, selon lui, cette mission a été entravée par les ennemis de l'extérieur, notamment l'Occident, les ennemis de l'intérieur, ainsi que l'intelligentsia turque elle-même. Et la deuxième mission consiste à servir de bras armés de la nation de l'islam. Et ce n'est pas du tout par hasard que le président aux affaires religieuses, lors de l'inauguration de la mosquée Sainte-Sophie, a porté une épée. Et donc, dans cette perspective, effectivement, pour Erdogan, il s'agit de rétablir la mission historique de la nation turque. Ce rétablissement doit se faire en 3 temps. 2023, le centenaire de l'anniversaire de la République turque. C'est ça son souhait, en fait. Voilà. 2053, qui est le moment de la conquête d'Istanbul-Constantinople, ça veut dire l'impérialisation de la nation turque, et 2071, qui est le moment où les Turcs emportent leur première victoire militaire contre Byzance. Et donc, effectivement, il faudrait vraiment avoir cet esprit, à l'esprit, cette vision du monde pour comprendre aujourd'hui pourquoi Erdogan estime que l'Irak relève de sa souveraineté, que le Caucase relève de sa souveraineté, et qu'en Libye, finalement, il est dans sa mère patrie et non pas du tout sur un territoire étranger. Et toujours l'importance de ces dates. Alors je vous propose d'écouter ces propos du président français Emmanuel Macron. Selon lui, avec cette présence en Libye, la Turquie joue un rôle dangereux. Écoutez. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. C'est le même discours que j'ai tenu cet après-midi lors de l'échange que j'ai pu avoir avec le président Trump, car il en va de l'intérêt de la Libye, de ses voisins, de toute la région, mais également de l'Europe. Alors est-ce que le torchon brûle entre Paris et Ankara ? On peut le dire de cette manière-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la crise en Libye et la confrontation des positions turques et françaises place aussi Paris face à ses propres contradictions. La France a soutenu le mouvement révolutionnaire en Libye, a participé au renversement du régime de Kadhafi et aujourd'hui se retrouve paradoxalement à soutenir un général putschiste qui ne représente pas le gouvernement reconnu internationalement. Et cette contradiction est bien entendu utilisée et pointée du doigt par Ankara, qui du coup a beau jeu de pouvoir se prévaloir de soutenir le gouvernement reconnu. Aujourd'hui, finalement, la Turquie ne peut pas prendre véritablement au sérieux cette agitation française et ces menaces françaises pour 3 raisons. Elle sait les gouvernements européens et français tenus par le chantage qu'elle exerce sur la question des réfugiés, parce qu'eux-mêmes choisissent d'accepter ce chantage-là en faisant de la migration en danger, en pensant la migration comme un danger. Finalement, ils se mettent eux-mêmes comme en situation d'otage d'Ankara, parce qu'il sait que finalement, au sein de l'Union européenne, il y a des politiques étrangères contradictoires et que l'Union européenne ne parvient pas à construire une politique commune, et aussi parce que pour construire cette politique, la Turquie se repose sur des alliances fortes, tantôt avec la Russie, tantôt avec les États-Unis. J'allais vous demander les principaux soutiens de la Turquie actuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la Turquie paraît assez isolée. En général, à l'échelle régionale, la Turquie est très isolée, à part des soutiens qu'elle a avec le Qatar. Et sur le dossier libyen, on voit que cet isolement en fait, a aussi représenté une certaine limite pour elle, puisqu'elle a dû céder aussi en partie à la Russie. Cependant, elle parvient aussi, par des jeux d'équilibre, aujourd'hui aussi à bénéficier du soutien des États-Unis là-dessus. Hamit Bozarslan, à un moment donné, s'était posé la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Elle se pose encore cette question ou c'est totalement éludé ? Elle ne se pose plus du tout, ni du côté européen, ni du côté turc, parce qu'autant dans les années 2000, on vivait une sorte de déradicalisation, de processus de déradicalisation de l'islamisme à l'échelle régionale, malgré les attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte absolument différent. La Turquie, comme j'ai dit, la Turquie d'Erdogan estime que le moment est venu pour recommencer sa mission historique. Et donc, du coup, le discours est un discours très clairement belligérant. Ça veut dire l'Occident qui est notre ennemi
éternel. Et de l'autre côté, du côté européen, je pense qu'effectivement, en 2004, il y avait cette perspective, parce qu'il y avait la disponibilité des Grecs, il y avait le pouvoir de Schröder en Allemagne qui voulait effectivement atténuer l'impact du 11 septembre et introduire un dialogue interculturel. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit. À votre avis, en un mot, ça va être quoi les prochaines actions de Erdogan dans les prochains mois, les prochains coups symboliques? Vous avez une idée? Il est très difficile de le savoir, hein. Mais vous l'avez déjà rappelé, je crois que le pays est aux abois. L'économie va très 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 mal. Déjà bien avant la crise du coronavirus, on avait un chômage de quelques 14%. La monnaie nationale s'est totalement effondrée. L'inflation est galopante. Donc la situation économique est dramatique. La situation liée à la gestion de la crise de la Covid est dramatique. Donc il est extrêmement difficile de savoir, mais on sait aussi que depuis maintenant 2011, 2012, 2013, le régime ne peut plus se survivre que par des crises en interne, des crises en externe, la crise avec Israël, avec la Russie, avec l'Iran, avec l'Égypte, avec les États-Unis. C'est à travers les conflits qui y survivent. Ce sont des conflits effectivement qui se succèdent. Chaque conflit dure 6 mois, 7 mois. Après, il y a une petite période de pragmatisme et les conflits recommencent. Donc on a l'impression qu'en dehors des fuites en avant, il n'y a pas d'autre alternative pour la survie du régime. Yohannan Benaïm, je vais vous poser une dernière question concernant on va dire la crainte d'Erdogan peut-être d'une opposition de l'intérieur. On a vu dernièrement qu'il avait censuré, il avait fait une loi pour censurer les contenus sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça la principale crainte du président turc, c'est que finalement la contestation vienne de l'intérieur de son propre pays? En fait, la contestation, elle peut venir de de 3 principaux canaux en Turquie. Premièrement, l'opposition et malgré son opposition, malgré sa fragmentation, l'opposition reste forte. Donc que ce soit l'opposition kémaliste ou kurde. Deuxièmement, au sein même de l'alliance au pouvoir, il y a des tensions entre le parti d'extrême droite MHP, mais aussi l'AKP. Et puis il y a 2 nouveaux partis qui sont issus de l'AKP qui ont été formés, qui, bien qu'ils n'apparaissent pas forcément comme capables de véritablement prendre à eux seuls le pouvoir, vont venir effriter les marges de manœuvre électorales de l'AKP, et ça fragilise de plus en plus le pouvoir en Turquie. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus sur notre plateau pour parler de ce dossier passionnant. Je rappelle Amit Bossarslan que vous êtes historien et Yohannan Benaïm, doctorant en sciences politiques. Merci à tous les deux.